Bienvenue pour ce cours de physique-chimie en spécialité de première sur champs et interactions. En 1687, Isaac Newton publie Principes mathématiques de la philosophie naturelle, ouvrage majeur dans l'histoire des sciences, dans lequel figure la loi universelle de gravitation. Cette loi, elle s'écrit: deux corps ponctuels A et B de masse respective MA et MB, espacés d'une distance R égale à B, exercent l'un sur l'autre une force, la force d'interaction gravitationnelle, dont les caractéristiques sont les suivantes. Alors c'est une interaction, ce qui signifie que f de A sur B et f de B sur A sont de même valeur, ont la même direction, mais ont des sens opposés. Ce qui s'écrit vectoriellement, f de A sur B égale moins f de B sur A. Les caractéristiques. Pour une application. Alors, pour f de B sur A, c'est A, et pour f de A sur B, c'est B. La direction, c'est toujours celle de la droite AB. Le sens, pour f de B sur A, c'est de A vers B, et pour f de A sur B, c'est de B vers A. La valeur, f de A sur B égale f de B sur A égale G M A M B sur R carré, avec f en newton, M en kilo, R en mètres, et G égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. G s'appelle la constante universelle de gravité, on l'appelle aussi la constante de Cavendish. Pour pouvoir exprimer vectoriellement f de A sur B, on va introduire le vecteur unitaire UAB porté par la droite AB, orienté de B vers A et ayant une norme unitaire, c'est-à-dire égale à 1. Vous utilisez ce genre de vecteur unitaire en mathématiques dans le cadre d'un repère orthonormé. On écrira alors f de A sur B égale moins G MA fois MB divisé par R carré UAB. Grâce à cette expression, on a bien f de A sur B qui est orienté selon la droite AB, qui a comme sens l'inverse de UAB grâce au signe moins, c'est-à-dire de B vers A, et qui a comme valeur G fois MA fois MB divisé par R carré. Pour la force exercée de B sur A, on pensera à utiliser le vecteur unitaire UBA. Deuxième type d'interaction, l'interaction électrostatique. Expérience d'électrisation. Avec un chiffon, on frotte un bâton, puis on approche le dernier d'une boule d'aluminium suspendue à un fil de nylon, qui est un isolant. On observe nettement que la boule est d'abord attirée par le bâton, puis est ensuite repoussée. Comment expliquer ce phénomène? En frottant le bâton avec un chiffon, on arrache des électrons au bâton. Ce dernier porte alors un excédent de charge positive. En approchant le bâton chargé de la boule métallique, les électrons mobiles présents dans le métal vont être attirés en direction du bâton. Ce faisant, la boule va être attirée par le bâton. Lorsque le bâton touche la boule, certains électrons de cette dernière vont passer sur le bâton suffisamment pour que la boule porte un excédent de charge positif, mais pas suffisamment pour que le bâton redevienne neutre. La boule chargée positivement est alors repoussée par le bâton chargé lui aussi positivement. Il existe donc bien une force entre deux corps chargés. Cette force est attractive quand les charges des deux corps sont de signe opposé et répulsive quand les charges des deux corps sont de même signe. En 1785, Charles-Auguste Coulomb énonce pour la première fois la loi d'interaction électrostatique qui portera son nom. Cette loi s'écrit: deux corps ponctuels A et B, de charges respectives QA et QB, espacés d'une distance R égale AB, exercent l'un sur l'autre une force appelée force d'interaction électrostatique, dont les caractéristiques sont les suivantes. Alors, comme pour la force d'interaction gravitationnelle, cette force d'interaction électrostatique est aussi une interaction. On peut donc écrire F de A sur B égale moins FE de B sur A. Les caractéristiques donc.
Point d'application, comme tout à l'heure, A pour FE de B sur A et B pour FE de A sur B. Pour la direction, c'est toujours celle de la droite à B. Pour le sens maintenant, si QA et QB sont de signes contraires, les deux forces sont attractives. Si QA et QB sont de même signe, les deux forces sont répulsives. Valeur, FE de A sur B égale FE de B sur A, égale K fois valeur absolue de QA fois QB, divisé par R carré, avec toujours F en newton, Q en coulomb, R en mètres, et K, constante électrique, égale à 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par coulomb. Alors, pour l'expression vectorielle de la force d'interaction électrostatique, c'est un tout petit peu plus complexe que pour la force d'interaction gravitationnelle. On va s'intéresser ici à la force électrostatique exercée par A sur B en utilisant encore une fois le vecteur unitaire orienté de A vers B. On a affaire à deux cas de figure. D'abord, QA et QB sont de même signe. Donc QA fois QB est positif. La force est répulsive. Elle est donc orientée comme ça. Donc, F de A sur B et UAB sont de même sens. Deuxième cas de figure, QA et QB sont de signes contraires, alors QA fois QB est négatif. Or, la force est attractive, donc FE de A sur B et U de AB sont de sens contraire. On va donc exprimer FE de A sur B de façon toute simple, à savoir K QA fois QB divisé par R carré fois UAB. Attention ici à ne pas mettre la valeur absolue de QA fois QB, car le signe de QA fois QB ici est important pour le sens de FE de A sur B. Grand 3, notion de champ. C'est drôle, non? Allez, me dites pas que vous y avez pas pensé. Plus sérieusement, un champ est une grandeur physique associée à chaque point de l'espace. Une grandeur scalaire est une grandeur entièrement définie par sa valeur. Par exemple, la température, la pression, l'âge des gens. L'ensemble des valeurs d'une grandeur scalaire en chaque point de l'espace définit ce qu'on appelle un champ scalaire de cette grandeur. Par exemple, les températures maximales le 25 juillet 2019 en France. C'était le bon temps. Les courbes de niveau ou équipotentielles sont les courbes obtenues en reliant tous les points où la grandeur a la même valeur. Par exemple, les courbes isobars d'une carte météo. Les champs vectoriels. Une grandeur vectorielle est définie par trois caractéristiques que vous commencez à connaître: sa direction, son sens et sa valeur. Un exemple de champ vectoriel bien connu est la vitesse du vent. L'ensemble des vecteurs d'une grandeur vectorielle en chaque point de l'espace définit donc un champ vectoriel de cette grandeur. Lignes de champ. Les lignes de champ sont des courbes tangentes au vecteur champ en chacun de leurs points. Elles sont orientées dans le sens du vecteur champ. Le champ de gravitation, soit un objet source de masse grand M et un objet témoin de masse petit m, tous deux espacés d'une distance r, soit petit u, un vecteur unitaire orienté de la source vers le témoin. Alors on peut écrire que la force d'interaction gravitationnelle exercée par la source sur les témoins est orientée de cette façon et s'écrit moins g, grand M fois petit m sur r carré, le tout fois u. On dit que l'objet source crée au point situé à une distance r un champ de gravitation égal à la force qu'il exerce sur un témoin de masse m situé à une distance r divisé par cette même masse m. On obtient alors cette expression du champ de gravitation créé par l'objet source à une distance r, avec F toujours en newton, m en kilogrammes
et donc G en newton par kilo. On voit que pour une même source, la valeur du champ ne dépend que de la distance entre la source et le point où l'on désire déterminer le champ. Il ne reste plus qu'à tracer quelques lignes de champ. On dira que ce champ de gravitation est radial et centripète. On écrira que la force d'interaction gravitationnelle exercée par la source sur un témoin est égale au champ créé par la source à l'endroit où se situe le témoin, multiplié par la masse du témoin. Le champ électrostatique, soit un objet source de charge Q positive et un objet témoin de charge Q' positive, tous deux espacés d'une distance r, soit enfin un vecteur unitaire U orienté de la source vers le témoin. La force exercée par la source sur le témoin est une force répulsive. Elle s'écrit Fe de Q sur Q' égale KQQ' divisé par R carré, le tout fois U. On dit que l'objet de charge positive Q crée au point situé à une distance R un champ électrostatique égal à la force électrostatique qu'il exerce sur un témoin de charge Q' divisé par Q'. On a donc F toujours en newton, Q' en coulomb, et donc la valeur du champ électrostatique qui est en newton par coulomb. On voit encore une fois que pour une même source, la valeur du champ électrostatique ne dépend que de la distance entre la source et le point où l'on désire déterminer la valeur du champ. Pour une source de charge Q négative, c'est exactement le même principe, le champ électrostatique E étant cette fois orienté vers la source. En traçant quelques lignes de deux champs, on s'aperçoit que dans le cas d'une source de charge négative, le champ est radial et centripète, et dans le cas d'une source de charge positive, le champ est radial et centrifuge. Les champs uniformes. Un champ est localement uniforme lorsque sur une région de l'espace, le vecteur champ est le même direction, même sens, même valeur en tout point de cette région de l'espace. Dans le cas du champ de pesanteur, représentons le champ de gravitation près de la surface de la Terre en deux endroits proches. Si on se rapproche, on peut voir que les directions des deux vecteurs champs sont quasiment parallèles. On considérera quelles le sont. Exprimons puis calculons la valeur de ce champ. Par définition, G à l'altitude Z égale grand G fois la masse de la Terre divisé par RT plus Z, distance qui le sépare du centre de la Terre. Or, à la surface de la Terre, Z est très inférieur à RT. On va donc négliger Z par rapport à RT et on se retrouve avec G égale grand G fois MT sur RT carré. Ce qui nous donne, si on le calcule, une valeur qui nous est familière, 9,81 newtons par kilo, c'est-à-dire la valeur du champ de pesanteur terrestre. On considérera donc que localement, à la surface de la Terre, c'est-à-dire pour des altitudes inférieures à 10 km, le champ de gravitation terrestre est uniforme et est appelé champ de pesanteur terrestre. Ces caractéristiques, vous commencez à les connaître, sont direction verticale du lieu, sens vers le bas, et valeur G égale 9,81 newtons par kilogramme. Dans le cas du champ électrostatique, considérons deux plaques métalliques A et B séparées d'une distance D et soumis par l'intermédiaire d'un circuit électrique à une tension U. Lorsque le circuit se ferme, et pendant un court instant, un courant électrique circule de la borne positive à la borne négative du générateur. Les électrons, eux, vont dans le sens inverse. Ces électrons vont donc quitter la plaque A, qui va se charger positivement, pour aller sur la plaque B, qui va se charger négativement. Entre les plaques va apparaître un champ électrostatique uniforme, dont les caractéristiques sont les suivantes. Direction perpendiculaire aux deux plaques, sens de la plaque positive vers la plaque négative, valeur E égale U sur D, avec U en volts, D en mètres, et donc E en volts par mètre. On a toujours l'égalité vectorielle F égale Q fois E, donc si l'on place entre les plaques un objet de charge négative, F et E seront donc de sens contraire, et l'objet sera attiré vers la plaque positive. Et inversement, si l'on place
entre les plaques un objet de charge positive. F et E sont donc de même sens et l'objet sera attiré vers la plaque négative.